Ce matin, marché et géopolitique s'entrelacent dans un scénario inédit. Le pétrole flambe, le spectre d'une crise alimentaire se profile et Washington, comme Téhéran, multiplie les manœuvres pour imposer leur rapport de force. Entre les déclarations tonitruantes de Donald Trump, les frappes iraniennes ciblant méthodiquement les infrastructures énergétiques du Golfe et les ondes de choc qui traversent déjà les chaînes d'approvisionnement mondiales, des raffineries saoudiennes aux ports irakiens, des marchés asiatiques au rayon des supermarchés africains, l'économie mondiale navigue en eau profondément incertaine. Pétrole à plus de 110 $, gaz en hausse de 67% en Europe, engrais bloqué au détroit d'Ormuz, guerre tarifaire relancée par Washington. Chaque indicateur raconte la même histoire, celle d'un monde fragmenté sous tension où chaque baril et chaque décision stratégique peuvent faire basculer des équilibres que l'on croyait stabilisés. Dans ce tour d'horizon, nous décrypterons les mouvements de marché, les décisions politiques majeures et leurs implications concrètes pour les consommateurs, les entreprises, les États et les financiers, parce qu'aujourd'hui, comprendre l'économie mondiale, c'est d'abord comprendre la guerre. Le record historique annoncé par l'Agence internationale de l'énergie n'aura tenu que quelques heures. Hier, mercredi 11 mars 2026, ses 32 membres approuvaient en effet à l'unanimité le déblocage de 400 millions de barils de réserve d'urgence, du jamais vu dans l'histoire de l'institution. Dans la foulée, Donald Trump annonçait, lui, 172 millions de barils supplémentaires issus des réserves stratégiques américaines à écouler sur les 120 prochains jours. Mais dès ce matin, dès jeudi 12 mars 2026, le marché effaçait l'effet d'annonce. Le Brent repassait au-dessus des 100 $ à 100,29 $. Le baril en hausse de 9%. Le WTI, lui, progressait de 8,6% à 94,75 $. En clair, la riposte iranienne a complètement neutralisé l'intervention coordonnée des grandes puissances. Car Téhéran a clairement changé de stratégie. L'Iran cible désormais délibérément les infrastructures économiques de toute la région. En Irak, toutes les opérations portuaires sont suspendues. À Bahreïn, la population est appelée à rester chez elle après des frappes sur des réservoirs de carburant. À Oman, les navires ont été évacués du terminal de Mina Al Fahal, l'un des rares ports encore opérationnels du Golfe. Résultat, le détroit d'Ormuz par lequel transite, vous le savez désormais plus que mieux, 1/5 du pétrole mondial, ce détroit est paralysé depuis le 28 février dernier. Saudi Aramco parle déjà de conséquences catastrophiques. Le message iranien ne laisse plus place à l'ambiguïté. Préparez-vous à du pétrole à 200 $ le baril. Les marchés asiatiques anticipent déjà. Le Nikkei a reculé d'un peu moins de 1,5% et le Kospi de 1,2%. Géopolitiquement, le scénario se durcit donc. Trump promet de terminer le travail, a-t-il dit. Téhéran frappe méthodiquement chaque nœud énergétique du Golfe. Entre une AIE aux munitions désormais limitées et un Iran en mode guerre totale, le marché pétrolier vient d'entrer en territoire inconnu, là où même les modèles économiques cessent d'être fiables. Mais derrière le pétrole, un autre risque guette, la perturbation des chaînes alimentaires mondiales. En effet, derrière la flambée du pétrole se cache une menace moins visible mais tout aussi redoutable, une crise alimentaire mondiale en gestation. Car le détroit d'Ormuz n'est pas seulement le robinet énergétique de la planète, c'est aussi l'artère vitale des engrais qui nourrissent des milliards d'êtres humains. Premier constat, un maillon invisible mais décisif. Qatar, Arabie Saoudite, Oman et Iran concentrent une part majeure des exportations mondiales d'urée et de phosphate et la quasi-totalité de ces produits transitent par Hormuz. Or, sans engrais, les rendements agricoles chutent et les prix alimentaires s'envolent plus vite qu'on ne le croit. Ensuite, une carte des vulnérabilités alarmantes. Les pays du Golfe sont en effet en première ligne, dépendant à quasi 100% des importations maritimes, mais c'est l'Afrique subsaharienne qui concentre le risque le plus grave. Plus de 90% des engrais y sont importés. Le maïs, aliment de base de centaines de millions de personnes, est particulièrement exposé. Par ailleurs, en Asie, l'Inde, le Bangladesh et l'Indonésie subissent un choc simultané sur tous les fronts. Quant au Brésil, qui importe 85% de ces engrais, il pourrait propager le choc sur l'ensemble des marchés agricoles mondiaux. Enfin,
les conséquences concrètes pour les consommateurs, puisque les prix alimentaires venaient tout juste de retrouver leur niveau historique après 2022 selon l'IFPRI. Une nouvelle flambée frapperait de plein fouet les ménages les plus pauvres qui consacrent déjà de 50 à 70% de leurs revenus à l'alimentation. En définitive, la variable clé restera le temps. Quelques semaines, les tensions restent gérables, plusieurs mois, et c'est un choc alimentaire comparable à celui de 2008 qui se profile. Et pendant que le monde s'inquiète des pénuries, Washington prépare une riposte d'un tout autre genre, le front commercial global. Washington prépare en effet une offensive commerciale d'envergure mondiale. Après l'invalidation d'une partie de ses droits de douane par la Cour suprême le mois dernier, l'administration Trump change d'arme et la nouvelle est redoutable. L'outil choisi, l'article 301 du Trade Act de 1974, juridiquement bien plus solide que les taxes contestées devant les tribunaux. Ce dispositif autorise en effet le président, via l'USTR, à imposer des droits de douane contre tout pays coupable de pratiques commerciales déloyales envers les entreprises américaines. Washington veut donc frapper très large, très vite et très fort. 2 enquêtes sont d'ailleurs déjà lancées. La première, ouverte hier mercredi 11 mars 2026, cible la surcapacité industrielle. Ces pays accusés de subventionner massivement leur secteur pour inonder les marchés mondiaux de produits à bas prix, acier, aluminium. Dans le collimateur, eh bien, la Chine, l'Inde, le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et les 27 États de l'Union européenne. La seconde enquête, attendue dès cette fin de semaine, visera une soixantaine de pays jugés laxistes sur le travail forcé, un levier supplémentaire pour des sanctions douanières. Calendrier ultra serré, observation des entreprises jusqu'à mi-avril, audition début mai, nouveau taux fixé avant mi-juillet, date limite, rappelez-vous, des tarifs temporaires de 10%. Le résultat, le message est donc limpide, reconstituer intégralement les recettes douanières perdues après la censure judiciaire. Géopolitiquement, le timing est hyper brutal alors que le monde absorbe le choc pétrolier moyen-oriental et le spectre de la stagflation. Washington ouvre un second front commercial et planétaire. Et dans la doctrine Trump, pas de partenaires économiques, que des concurrents à discipliner sans relâche. Et alors que Washington monte donc les enchères, Pékin lui joue la carte de la prudence et de la consolidation intérieure. La clôture de l'Assemblée nationale populaire ce jeudi dessine les contours d'une Chine jouant sur 2 tableaux simultanément, consolidation économique intérieure et repositionnement géopolitique mondial. Derrière, la chorégraphie politique maîtrisée de la grande salle du peuple se révèle pourtant des contradictions profondes. Pékin affiche, rappelez-vous, une ambition technologique assumée. Le plan IA+, la hausse de 7% des dépenses en R&D et les investissements massifs dans les semi-conducteurs signale une rupture nette avec le modèle de croissance immobilier des décennies passées. L'objectif de PIB, rappelez-vous, fixé à 4,5%, soit le plus bas depuis 1991, traduit une transition douloureuse mais délibérée. C'est précisément là que le bas blesse. Les ménages chinois, doublement fragilisés par l'effondrement immobilier et le chômage des jeunes, épargnent plutôt qu'ils ne dépensent. Les mesures annoncées pour y remédier, déçoivent cruellement. L'augmentation des retraites minimales rurales, à peine 3 dollars mensuels, a été tournée en ridicule sur les réseaux sociaux. Aide au logement, congés parentaux élargis, programme d'échange d'équipements, aucun détail, aucune enveloppe budgétaire précise. Xi Jinping exploite donc habilement l'instabilité américaine comme levier stratégique, se posant en alternative stable face à une administration Trump qui bouscule ses alliés, mais sans relance crédible de la consommation intérieure, les surcapacités industrielles chinoises continueront d'alimenter tensions commerciales et guerres des prix, fragilisant l'image de puissance responsable que Pékin cherche à projeter. La vraie question demeure donc, peut-on bâtir une superpuissance technologique sur des ménages qui n'osent pas consommer ? Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les chiffres de l'inflation rappellent que la stabilité économique reste fragile. En février, l'inflation américaine s'est maintenue à 2,4% sur un an, conformément aux attentes des économistes. Un chiffre stable qui pourrait laisser croire à une maîtrise durable des prix. Et pourtant,
Derrière cette apparente sérénité se profilent des tensions monétaires qu'il serait imprudent de sous-estimer. Car si l'inflation globale stagne, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, indicateur privilégié des banquiers centraux pour lire les tendances de fond, eh bien cette inflation sous-jacente ressort à 2,5%, légèrement au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale américaine. Cette persistance illustre ce que les économistes appellent l'inflation visqueuse, c'est-à-dire des prix qui résistent à la baisse même lorsque les conditions monétaires se resserrent. Autrement dit, la désinflation progresse, mais elle n'a pas encore gagné la partie. À cela s'ajoute un nouveau facteur déstabilisant, la flambée des prix du pétrole. Depuis le début du conflit iranien, le baril de brut américain est passé de 65 à environ 90 dollars, précisément 90,57 $ ce matin. Or, chaque hausse de 10 dollars du baril génère mécaniquement près de 0,2 points d'inflation supplémentaire. En conséquence, eh bien, le rapport de mars devrait marquer une nette accélération des prix à la consommation alimentée par la répercussion des coûts énergétiques sur l'ensemble de la chaîne productive. Et c'est précisément dans ce contexte que la Réserve fédérale se retrouve face à un dilemme cornélien. L'institution surveille prioritairement, vous le savez, l'indice PCE du département du commerce, publié demain et attendu à 2,9% en glissement annuel, soit près d'un point au-dessus de sa cible. Relever les taux risque donc d'étouffer la croissance, les maintenir expose à un dérapage durable des anticipations inflationnistes. Or, lorsque les ménages et les entreprises intègrent la hausse des prix dans leur comportement, celle-ci tend à devenir autoréalisatrice. In fine, tout dépendra de la durée du choc pétrolier. Une flambée brève reste absorbable et permettrait à la Fed de se recentrer sur la santé du marché du travail. En revanche, si les prix de l'énergie demeurent élevés, les chaînes d'approvisionnement auront le temps d'intégrer des coûts plus importants, contraignant alors la Banque centrale à arbitrer entre stabilité des prix et soutien à l'activité au cœur même de son double mandat. Et pour contenir l'inflation et sécuriser l'approvisionnement, Donald Trump passe désormais à l'action financière sur le terrain. En effet, face à la paralysie du détroit d'Ormuz, Donald Trump a sorti l'arme financière, un programme de 20 milliards de dollars destiné à assurer les navires transitant par cette voie stratégique avec le soutien potentiel de la marine américaine. L'intention est lisible, relancer le flux pétrolier et contenir une flambée des prix qui menace l'économie mondiale. La réalité, elle, est bien plus complexe. Premier écueil structurel, le marché de l'assurance maritime contre le risque de guerre est dominé par le Lloyd's de Londres et non par des acteurs américains. Dans un plan estampillé America First, le paradoxe est donc saisissant. Washington se retrouve une fois de plus à devoir passer par une architecture financière européenne pour mettre en œuvre sa propre politique énergétique, forçant l'administration à requalifier le dispositif en programme de réassurance, les assureurs américains couvrant les assureurs existants, vidant partiellement le projet de sa substance souveraine. Deuxième écueil, plus fondamental celui-là, les armateurs ne sont pas freinés par le coût des primes, passé de 0,25% de la valeur du navire en temps de paix à 1 à 2% en période de guerre. Ce qui les retient, eh bien, et c'est normal, c'est la sécurité de leur équipage. Aucune garantie financière ne compense le risque humain dans un détroit où une quinzaine de navires ont déjà été attaqués et près d'une dizaine de marins tués en moins de 2 semaines de conflit. Ce plan illustre ainsi une confusion analytique dangereuse, celle qui consiste à traiter par des instruments économiques une crise dont la nature est avant tout militaire et géopolitique. Sans cessation réelle des hostilités iraniennes ni protection navale effective, le détroit d'Ormuz restera un point d'étranglement que 20 milliards de dollars de garantie ne suffiront pas à desserrer. Et pourtant, malgré tous ces plans et mesures, le marché reste le juge ultime de la crise pétrolière. En effet, le paradoxe est brutal. Au moment même où l'Agence internationale de l'énergie annonçait la libération de 400 millions de barils, soit la plus importante opération de ce type jamais coordonnée, eh bien, les cours du pétrole, de leur côté, eux, bondissaient. Le Brent, suite à cette annonce, progressait de 4,75% à 91,97 $. Le WTI, lui, de 4,41% à 87,16 $, entraînant dans leur sillage les titres d'Exxon, Chevron et Occidental en hausse de 2 à 3%. Un signal de marché donc cinglant. Les investisseurs ne croient pas du tout à l'efficacité de ce remède. Et pour cause,
répartie sur 2 mois. Cette injection de 4 à 4,5 millions de barils par jour ne comble qu'en partie un déficit estimé à 5 millions de barils quotidiens. L'arithmétique est donc impitoyable. Même mobilisées à plein régime, les réserves stratégiques mondiales ne suffisent pas à compenser la fermeture effective d'une voie par laquelle transitent près d'un tiers des exportations pétrolières du Moyen-Orient. Les oléoducs alternatives saoudiens et émiratis, bien que mobilisés, ne disposent pas de la capacité nécessaire pour absorber un tel volume, ce que révèle surtout cette semaine de folie spéculative. Je vous le rappelle, un WTI qui a oscillé entre 76,73 et 120 $ le baril, et ce en quelques jours. Eh bien, ce qui a fait de cette semaine une semaine spéculative, c'est la nature profondément asymétrique de la crise. Les marchés ne réagissent plus aux fondamentaux de l'offre et de la demande, mais aux signaux géopolitiques en temps réel. Une mine navale déployée par Téhéran, un cargo touché par un projectile, et la prime de risque s'envole instantanément. Pour le directeur général de l'AIE, Faith Byrol, il l'a lui-même admis, seule la sécurisation physique du détroit d'Ormuz permettra un retour à des flux stables. Les réserves stratégiques achètent du temps, mais elles ne résolvent rien. Tant qu'Ormuz restera sous la menace iranienne, le pétrole continuera de surfer entre crainte et spéculation, et aucun instrument financier ne suffira à stabiliser durablement l'économie mondiale. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et inévitablement, c'est le marché pétrolier qui sera scruté de très près, qui évolue au gré, malheureusement, des attaques qui sont désormais quotidiennes sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz. À l'heure actuelle, on compte une quinzaine, près de 16 attaques de pétroliers, de vraquiers, de cargos. Les installations énergétiques également sont visées par l'Iran. Résultat, au-delà du pétrole, c'est le marché obligataire également qui sera surveillé de très près. Je rappelle que les obligations souveraines américaines ont atteint des plus hauts de plusieurs semaines, et à quelques jours des réunions des banques centrales. C'est un marché qui est surveillé particulièrement de près par les analystes financiers et par la sphère financière dans son ensemble à ce sujet, alors que les risques inflationnistes sont quand même très prégnants. Eh bien, les modèles de calcul prédisent que l'ensemble des grandes banques centrales de la planète, l'ensemble, je dis bien, eh bien, devraient maintenir le statu quo à l'issue de leur réunion de la semaine prochaine, en attente évidemment de plus d'informations, de plus de données, puisque comme on l'a vu avec le CPI américain, le PCE demain, eh bien, ce sont des indicateurs qui ne prennent pas en compte eh bien, les attaques iraniennes qui ont en cours, la guerre en Iran qui a lieu depuis le 28 février dernier. Jetons un coup d'œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, après le rebond de la veille, les marchés européens ont replongé. L'optimisme suscité par Donald Trump, qui estimait le conflit proche de son terme, s'est rapidement dissipé après des frappes d'une intensité inédite en Iran et une riposte visant des installations américaines. Les tensions autour du détroit d'Ormuz sont restées au cœur des inquiétudes des investisseurs. Le pétrole s'est largement soutenu par l'initiative de l'Agence internationale de l'énergie, qui a promis, je vous le rappelle, de libérer jusqu'à 400 millions de barils par jour. Mais comme on l'a vu, ça c'était hier, mais comme on l'a vu, en fin de séance, tout était remis en question puisque les modèles ont tourné et la sphère financière s'est rendue compte que ce ne serait hélas pas suffisant. En outre, eh bien, les attaques se sont multipliées sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz, comme on peut le voir. Vous voyez les points bleus. Ce sont les attaques répertoriées à date. Il y en a une quinzaine. Donc, résultat, eh bien, le CAC 40, dans cette ambiance et sur fond de hausse du baril de pétrole, a cédé hier 1,02% à 7 975 points. Le DAX, lui, a cédé 1,59%. Et le FTSE, lui, a abandonné 1,07%. Aux États-Unis, la bourse de New York a terminé en ordre dispersé. Les tensions géopolitique éclipsant un rapport rassurant sur l'inflation. Le Dow Jones a reculé de 0,61%, tandis que le S&P 500 a cédé 0,08%. Le Nasdaq, lui, a toutefois gagné 0,08%, soutenu par les valeurs tech. Les inquiétudes ont persisté autour du détroit d'Ormuz et de la flambée du pétrole, malgré l'annonce de l'AIE de libérer donc 400 millions de barils. Les marchés ont en effet, comme je vous l'ai précisé, largement ignoré l'inflation américaine, pourtant restée proche de l'objectif de la Réserve fédérale américaine.
Enfin, les cours du pétrole ont nettement rebondi hier, les marchés restant focalisés sur les tensions au Moyen-Orient. Le baril de Brent a gagné 4,76% à 91,98 $, tandis que le WTI, son homologue américain, a lui progressé de 4,55% à 87,25 $ l'unité. L'annonce par l'Agence internationale de l'énergie de la libération record de 400 millions de barils issus des réserves stratégiques n'a pas suffi à rassurer les marchés. Les inquiétudes sont restées vives autour du détroit d'Ormuz, artère clé du commerce mondial de pétrole, dont les perturbations alimentent la volatilité des cours. Ce matin, le conflit au Moyen-Orient a franchi un nouveau seuil après des attaques iraniennes visant des infrastructures pétrolières du Golfe et plusieurs tankers. Les tensions autour du détroit d'Ormuz ont paralysé une partie du trafic énergétique mondial, propulsant cette nuit le baril au-delà de 100 $, malgré donc la décision de l'AIE de libérer plus de 400 millions de barils de réserves stratégiques. Donald Trump a assuré de son côté que la sécurité serait rétablie, tandis que les frappes se multiplient entre l'Iran, Israël et leurs alliés régionaux. À l'heure actuelle, 9h16, le Brent se négocie à 96,62 $, en hausse de 4,64%. Le WTI est actuellement à 91,31 $, en hausse de 4,61% par rapport à son cours de clôture de la veille. On poursuit dans notre esprit, l'esprit TV Finance, qui est celui du décryptage de l'analyse et de son impact sur vos stratégies d'investissement au trading. Et pour ce faire, dans un instant, il sera l'heure de retrouver Éric Seban et son Chronodax qui va nous dire dans quelle mesure il pourrait être intéressant de travailler l'indice phare allemand qui, comme l'ensemble des indices de la planète, est mis face à un choc énergétique qui prend de plus en plus d'ampleur. À tout de suite.